Très bien. Bienvenue dans le deuxième module du cours. Donc, on va parler de la violence en Haïti. Donc, je sais que vous avez quand même beaucoup de préoccupations par rapport à tout ça. Donc, on vit quand même une situation quand même un peu difficile ces jours-ci. Donc, c'est important de se demander pourquoi tout ça, écoute, à quoi ça rime, la violence en Haïti. Et quand on parle Attends, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, professeur. Attends. Oui, Non, non, professeur. bah oui, canon, professeur. Ok, parfait. Là, ça va, ça va. Bien. En fait, ça va, est-ce que vous voyez Oui, mon... ça va, ça va, Parfait. ça va. Écoute, quand on parle de la violence en Haïti, donc on parle de l'île qui s'appelle Haïti, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Boyo, Haïti, d'accord? L'île d'Haïti, donc vous connaissez l'histoire. Donc, l'île d'Haïti a une histoire qui commence bien avant 1492. Pour moi, c'est très, 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 très important que vous sachiez, les étudiants, que l'histoire d'Haïti n'a pas commencé avec les colons. Ça n'a pas commencé avec le débarquement des Blancs. Ça, il faut le savoir, il faut le noter, il faut ancrer ça dans votre tête. Donc, l'histoire d'Haïti a commencé bien avant, bien avant ça. Bon, euh, les thèses les plus intéressantes sur la question, donc, moi, c'est ce texte-là que j'aime beaucoup, que j'aime référer les étudiants à ce texte qui s'appelle They Came Before Columbus. En fait, ils y étaient avant Christophe Colomb. En créole, on pourrait dire que ils ont été débarqués avant Christophe Colomb. Dans ce texte, c'est un texte de docteur Ivan Van Sertima, donc They Came Before Columbus. Dans ce texte-là, c'est une thèse très intéressante qui a été soutenue à l'université, en fait, dans laquelle Ivan Van Sertima, docteur Ivan Van Sertima, nous dit que, en fait, quand les colons ont débarqué en 1492, d'accord, il y avait déjà, bien avant ces colons, des Noirs qui débarquaient sur l'île. Donc, moi, je ne vais pas faire un cours d'histoire pour vous, j'aimerais bien faire ça, mais ce n'est pas possible de le faire dans un cours de psychologie sociale. Mais quand même, je vais faire comme des allers-retours avec vous. Donc, c'est-à-dire, les Noirs étaient là avant. Donc, pourquoi je tenais à dire que les Noirs, en fait, quand je dis les Noirs ont visité l'Atlantique avant Christophe Colomb. Il y a des preuves euh, solides, archéologiques, solides, que les Noirs étaient là avant. Donc, que ce soit les statues d'Olmec, d'accord, en Amérique du Sud, que ce soit par rapport, quand on fait les études de la religion, par rapport par rapport aux dieux, pardon, des Aztèques, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, les idoles des Olmecs, ils étaient tous, en fait, ils sont tous des représentations des négroïdes. Donc, mais encore plus que les Taïnos, d'accord, les autochtones d'Haïti, les Arawaks, les Caraïbes, en fait, il y avait beaucoup d'autochtones noirs parce que tout simplement, il y avait des croisements, d'accord? Bon, mais maintenant, on va un peu oublier ça pour entrer dans le cours, qui est ce qu'on appelle la violence. Bon, la première violence, c'est une violence identitaire, c'est une violence historique. On nous fait croire que c'est comme si notre histoire en tant que peuple a commencé avec les bourreaux, mais notre histoire n'a pas commencé avec les bourreaux, notre histoire a commencé bien avant. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, notre histoire, quand on parle de notre histoire, l'histoire de l'île, l'histoire de nos ancêtres, parce que les autochtones sont nos ancêtres. D'accord? Moi, écoute, mon indianité, d'accord, mon africanité, d'accord, je ne négocie pas ça. D'accord? Pour vous dire que les autochtones sont nos ancêtres. Écoute, ils vivaient paisiblement et en 1492, les colons débarquent sur l'île qui s'appelle Haïti. Bon. Mais maintenant, le débarquement des colons, les colons, ceux qui colonisent, mais le débarquement de Christophe Colomb, d'accord, le navigateur, en fait, va changer le cours de l'histoire, va changer le cours de l'histoire de ces peuples-là.
les premiers peuples là, de l'île. Donc, vous connaissez la fin de l'histoire, c'est qu'il y a une quasi, euh, euh, c'est la quasi éradication, donc c'est l'éradication la plus complète, qui, en fait, c'est la plus grande, possiblement la plus grande euh, destruction. Donc, c'est un génocide extraordinaire, d'accord? Donc, malheureux, donc donc, c'est avec beaucoup de peine là qu'on a, qu'en fait, parce que quand on regardait les chiffres, certains historiens disaient que les autochtones, en fait, sur l'île en entier, serait aux environs 10 millions. Donc, il y a d'autres historiens qui parlent vraiment de 5 millions. D'accord? Les historiens les plus modestes parlent vraiment de 3 millions. Bon, mais peu importe, 3 millions de personnes, en fait, qui se portent disparues comme ça. Donc, c'est quand même, moi, je pense que c'est l'inauguration de l'ère de la violence sur l'île. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflits, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence à plus petite échelle. Pourquoi pas? Dès qu'il y a des humains, il y a ça. Mais c'est pas ça. Moi, je parle d'un groupe de personnes qui arrivent et puis qui réduisent les autres en esclavage, d'accord? Qui ne se soucient pas de leur humanité. D'accord? D'ailleurs, vous connaissez ce que disaient les Espagnols. Ils pensaient que les Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes, les premiers peuples n'avaient pas d'âme. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas d'âme, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'humanité. Étant donné qu'ils n'avaient pas d'humanité, qu'ils ne sont pas humains en fait, au même titre que les Européens, que les Blancs et les Espagnols et Portugais qui débarquaient à cette époque, que les Européens. Donc, écoute, en fait, ils ne méritaient pas de vivre. Donc, comprenez, là, il y a une hiérarchisation de l'humanité. L'humanité est quelque chose qui vient de l'Europe. Donc, si vous n'êtes pas européen, vous n'êtes pas humain. Donc, si vous n'êtes pas humain, vous pouvez être réduit en esclavage. Donc, c'est cette pensée, d'accord, un peu raciste qui a dominé le pan de l'histoire. Donc, maintenant, vous connaissez le fil de l'histoire. Après, c'est cette vague de violence qui a détruit en fait, quasiment tous les Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes qui habitaient l'île. Donc, en fait, cette violence, vous le savez aussi que l'Église a en fait le rôle de l'Église en fait, dans cette violence. Donc, d'ailleurs, le but, c'était de les convertir, de voler les ressources, mais aussi de les convertir. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. De convertir, je vous donne Jésus, je vous donne Dieu, et moi, je prends l'or, je prends tout ce que vous avez comme ressources. C'était ça la stratégie de l'Église catholique de l'époque. Et puis, écoute, ça a donné ce que ça a donné. Donc, d'ailleurs, en fait, l'un des caciques qui s'appelle Atoué, d'accord? En fait, on l'avait demandé, on allait le tuer, d'accord? On allait le brûler. On lui avait demandé, écoute, mais juste avant juste avant votre condamnation, on aimerait prier pour vous pour que vous puissiez, pourquoi pas, malgré tout, aller au paradis. Et le KC4, c'est un événement extraordinaire, hein. Le KC4, il disait, écoute, en fait, juste avant que vous priez pour moi, j'aimerais vous poser une question. Le KC4 disait, écoute, euh, quand les Espagnols meurent, où vont-ils, où vont-elles? Et puis le prêtre disait, mais écoute, ils vont au paradis. Il dit, ok, mais s'ils vont au paradis, moi, je préfère aller en enfer. Donc, parce que j'aurais jamais aimé être à la même place que ces personnes-là, donc dans la vie et dans la mort. Donc, en fait, faites garder votre baptême, je n'en veux pas, mais je préfère aller en enfer. Donc, en fait, c'est quand même, ça nous pousse à réfléchir sur la religion comme un instrument de violence, hein, d'accord? Comme un instrument de violence. Quand on force quelqu'un à dire, écoute, vous allez en enfer.
Donc, si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez mourir, vous allez brûler en enfer. C'est de forme, c'est de violence psychologique. D'accord? Donc, c'est de matraquage psychologique. Donc, d'ailleurs, la plupart de chrétiens sont devenus chrétiens par peur de l'enfer. Quelque chose qui n'existe même pas. Donc, ce serait intéressant de croire en Dieu, qui est une bonne chose, d'accord, on a le droit, mais de me faire croire dans quelque chose qui n'existe pas, sous prétexte de me convertir, c'est intéressant. C'est pour ça que ça a l'air quand même intéressant. Donc, on pourrait devenir chrétien musulmans vaudouisants juste parce qu'on aime pratiquer la foi, sa foi, qui est une bonne chose. Mais me dire que si j'accepte pas Jésus et que j'irai en enfer, ma place est en enfer, donc, ça, c'est de la violence. Donc, maintenant, pour revenir à tout cela, parce que en fait, je fais appel à la religion comme instrument de la violence, parce que ce qu'il faut comprendre, à travers toute cette époque de 1492 jusqu'à aujourd'hui, à travers toute cette époque, en fait, prenez n'importe quel pan d'histoire d'Haïti, quand vous étudiez la violence, vous ne pouvez pas l'étudier en dehors de l'Église, malheureusement, en dehors de l'Église. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours eu l'Église comme instrument qui facilite la violence, qui facilite la violence des dominants sur les dominés, qui facilite la violence des gouvernants sur les gouvernés, et puis la violence des riches sur les pauvres. D'accord? À travers ce discours de la promesse de salut éternel, de ciel. Et puis, c'est ça. Donc, maintenant, à travers, maintenant, il va y avoir Las Casas, vous connaissez Las Casas, hein, c'est ça, Las Casas disait que, mais, en fait, si les Taïnos, les Arabes, les Caraïbes, les autochtones d'Haïti mouraient facilement dans les corvées, dans l'esclavage, en observant, c'est ce qu'on ne vous dit pas dans l'histoire qui est écrite par les Blancs. Donc, en observant, d'accord, il avait compris que les personnes qui étaient relativement les plus endurants, en tout cas dans les champs, dans les mines, c'était soit les autochtones d'origine, soit les autochtones, écoute, qui ont la peau foncée, ou les Noirs tout court, parce que tout simplement, les Noirs ont traversé l'Atlantique avant eux, avant Christophe Colomb. Dans son carnet en fait, de voyage, Christophe Colomb mentionnait qu'il voyait des hommes, écoute, noirs en fait, dans les îles. Donc, écoute, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc maintenant, Las Casas proposait d'amener les Noirs, c'est-à-dire de les amener de l'Afrique pour les réduire en esclavage dans les Amériques. Écoute, c'est comme ça, vous et moi, on est arrivé en Amérique. Donc, vous connaissez l'histoire, en fait, c'est-à-dire en fait 3 mois et plus dans les cales de bâtiments. Donc, il n'y a pas pas plus violent que ça. D'accord? Acheter des personnes, d'accord, des Noirs, d'accord, et les vendre sous prétexte que ces Noirs-là sont des choses, d'accord? Et quand ils arrivent, vous connaissez l'article du Code noir qui dit que, par exemple, tous les esclaves doivent être baptisés dans la religion catholique apostolique romaine. Encore une autre violence. D'accord? Parce que ces Noirs-là avaient quand même leur religion. Maintenant, ces Noirs-là avaient aussi leur langue. Écoute, ces Noirs-là perdent leur langue. Vous et moi, on ne parle aucune langue africaine. Donc, c'est de la violence. Donc, travailler, vous savez, la durée de vie d'un esclave était moins de 10 ans, hein, d'accord, 10 12 ans. Donc, quand on travaille tous les jours comme ça, donc, écoute, la mort est assurée. Donc, il y avait quand même des esclaves qui ont pris le maquis. Vous connaissez l'histoire. Donc, l'histoire de l'esclavage, de la vente, la traite des Noirs, d'accord, c'est une histoire de violence systémique. Il y a tout un système de pensée en fait, qui nous disent que, écoute, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, et l'âme de l'Africain doit être, pour que l'Africain soit sauvé, l'Africain doit laisser l'Afrique pour venir en Amérique, pour travailler pour les Blancs, faire la prospérité des pays occidentaux. Et comme ça, écoute, vous allez pouvoir hériter du royaume des cieux. Donc, c'est la seule façon, en fait, dans
cette époque-là, en fait, d'être un enfant de Dieu en tant que noir, il faut être esclave, d'accord? C'est cette histoire-là qui nous a, quand on avait pris conscience que cette violence-là, en fait, il fallait répondre par la violence. Et vous connaissez la guerre de l'indépendance d'Haïti, c'est la guerre la plus meurtrière du monde. Et c'est la seule guerre d'esclaves qui a réussi aussi. Donc, Coupe-Tête, Bouléka de Dessalines, donc vous connaissez ce que ça a donné ce qu'on a connu, la première nation noire du temps moderne. Bon, en fait, là encore, vous comprenez quand je dis première nation noire du temps moderne, n'oubliez pas, par exemple, l'Éthiopie était toujours et, une nation libre. D'accord? Quand je parle de première nation noire, c'est la première nation qui s'est libérée du système esclavagiste, du système de domination. Par exemple, l'Éthiopie, c'est l'exemple d'un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est important de le mentionner. Donc, en même temps, écoute, on est indépendant. La guerre de l'indépendance, c'est une guerre sanguinaire, d'accord? Donc, c'est une guerre sans issue. Donc, c'est une guerre victorieuse pour les Noirs et pour les Noirs, pour les Autochtones, pour les Indiens. Donc, vous savez que quand on dit Indien, c'est quand même méprisant. Ce ne sont pas des Indiens. Donc, pour les Autochtones d'Haïti, pour les Noirs, c'est pas sans raison que Dessalines donna en fait, en fait, au nouveau pays, en fait, à la nouvelle nation, donc le nom, d'accord, autochtone d'Haïti. Donc, c'est en reconnaissant, en fait, de ces premiers peuples-là. La guerre de l'indépendance. Écoute, on est passé dans l'occupation américaine. L'occupation américaine, c'est une occupation, écoute, vous connaissez l'objectif de l'occupation américaine, c'était de créer, d'appauvrir Haïti, de créer une main-d'œuvre à bon marché pour aller travailler en République dominicaine. Et en République dominicaine, on installait ce qu'on appelle les usines, d'accord? On investissait ce qu'on appelle le capital international. Et en Haïti, écoute, l'occupation américaine nous a réduit. Donc, en fait, nous a conduit dans une situation de pauvreté. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le déboisement, la déforestation d'Haïti, qui est volontairement pensée par les Américains, le vol des réserves d'or d'Haïti. Donc, tout ça, c'est des violences. D'accord? C'est des violences. Écoute, c'est des violences sociales. Donc, maintenant, on a eu quand même en 1915-1934, on a eu une autre occupation en 1994. Donc, on a dû se battre pour que ces Yankees laissent le pays. Donc, on a connu la dictature, donc la dictature des Duvalier, donc 1957-1986. Je prends juste des périodes, mais il y a beaucoup plus de périodes là. En fait, je les prends, je dirais, presque au hasard. D'accord, mais ça traduit un peu notre trajectoire comme peuple, là. 1957, 1986, les Tontons-Macoutes, d'accord? Donc, c'est beaucoup de violence, les frappes. Après un peu plus dans les années 90, je ne l'ai même pas noté ici. Donc, en fait, certaines sources parlent de près de 30 à 40 000 morts, donc orchestrés par les frappes. Donc, en fait, on enterrait les gens à Titanien. Donc, Haïti a connu 32 coups d'État. Quand on parlait de coups d'État en Haïti, écoute, c'est des morts. C'est des milliers de morts. Des milliers de morts. Donc, pour, contre, c'est des milliers de morts. Donc, on a période démocratique, 1986 jusqu'à nos jours. On peut compter au moins une quinzaine de massacres qui sont parfois orchestrés par l'État. C'est dur de le dire, mais c'est vrai. Des massacres qui sont organisés par la police parfois, des massacres par des gangs, des massacres par les pros des gouvernements. On connaît en fait, le massacre Ruel Vaillant, Piatre, d'accord? En fait, le massacre à Piatre. Donc, la Syrie, à Saint-Marc, d'accord? La Saline, Bel-Air, etc., etc., etc. Donc, récemment, donc, tout ceci pour vous dire quoi? Vous dire que en fait, la violence imprègne notre quotidien. La violence structure notre façon de penser.
malheureusement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on a une pensée violente, mais parfois, on pense, on fait tout ce qu'on peut pour sortir du cycle de la violence et on est dans la violence. Bon, on va donner un exemple plus simple. En fait, deux Haïtiens qui se croisent aux États-Unis, c'est-à-dire au hasard, on se croise dans un resto. On va le dire comme ça. Écoute, c'est écœurant. Ils vont commencer par parler d'Haïti et parler d'Haïti, ça va revenir à quoi? La violence des États-Unis, du Canada, de la France sur Haïti, d'accord? La violence un peu organisationnelle, le corps groupe, la violence du corps groupe, ils vont soit parler de la violence du corps groupe, soit ils vont parler de la violence des gangs armés, soit ils vont parler de la violence de l'État sur la population, soit la violence de la police sur les manifestants. Quelque part, quelque part, les sujets de conversation se résument quasiment à ça. Bon, sans parler, par exemple, des milliers de déplacés. Donc, vous comprenez, écoute, c'est-à-dire, c'est difficile de prendre une conversation sur Haïti et de ne pas, je ne sais pas, parler de violence. Mais en plus de ça, en fait, ce serait regrettable de ne pas parler des tentatives de ce qu'on appelle épuration ethnique de la République dominicaine qui ont en fait, qui a orchestré ce qu'on appelle le massacre de Rivière-Massacre. Donc, c'est quand même difficile hein, de comprendre de comprendre en fait, que des gens qui sont noirs, les autres Dominicains sont des nègres. Donc, je me demande s'ils ne sont pas plus nègres que nous, là, mais qui tuent d'autres nègres parce qu'ils ne veulent pas se considérer comme nègres. Donc, c'est très intéressant, c'est très problématique. Mais le fait est que, en fait, les Dominicains, ils se reconnaissent comme des Mouinos, donc comme des marrons, mais pas des noirs, d'accord? Mais s'ils sont noirs, donc, c'est-à-dire, ils ne se considèrent pas comme noirs, même s'ils sont plus noirs que nous dans la plupart des cas, ou moins noirs, peu importe, hein, ça n'a aucune valeur, tout ce qu'on est en train de dire là. Le fait est que les Dominicains ne sont pas des blancs. D'accord? Donc, les Dominicains sont des Noirs. Donc, vous connaissez leur histoire. Ils ont fait venir, en fait, de l'Espagne des Blancs qui étaient condamnés rien que pour blanchir un peu leur population. Donc, ils ont une politique de blanchiment de la population. Donc, c'est difficile, très rare de trouver un Dominicain noir qui est négroïde, qui n'essaye pas, je sais pas, donc, de mettre un défrisant dans ses cheveux. Donc, c'est étonnant ça. Donc, à tel point qu'ils se considèrent, qu'ils veulent pas, qu'ils ne s'acceptent pas cette crise identitaire. Donc, nous, on assume, de mon point de vue, on assume beaucoup plus, peut-être que je me trompais, c'est une hypothèse, on assume beaucoup plus notre africanité, notre identité de nègre, d'accord? On est fiers d'être des nègres, c'est-à-dire d'être des humains tout court. Donc, c'est-à-dire, quand on prend cette histoire de 1503 à 2000, pardon, à 1503 à 1803, c'est-à-dire date à laquelle on a accédé à l'indépendance, le 18 novembre 1803, la bataille de Vertières, c'est la bataille finale, on a accédé à l'indépendance. Actuellement, on va faire la proclamation en 1804, 1er janvier, mais on a accédé à l'indépendance en 1803. 1503, 1803, donc, vous voyez, donc, c'est quand même 3 siècles d'esclavage. Euh, D'accord? Et 1803, 2003, vous voyez, donc c'est 200, encore 2 siècles, d'accord, de violence, de violence des États occidentaux sur Haïti, d'accord, des violences, de la violence des élites, d'accord, sur le peuple, de la violence des créoles sur les bossals, de la violence des intellectuels sur ceux qui ne savent pas lire, de la violence des personnes qui possèdent ou qui ont volé, d'accord, pour posséder sur ceux qui n'en ont pas, ou qui n'avaient pas les moyens de voler,
Donc, c'est-à-dire, c'est quand même c'est une histoire marquée par la violence dans toutes ses dimensions. Bon, euh, ça nous amène à la thèse de Robertson, professeur Robertson-Édouard, qui a écrit un livre magnifique que je vous invite à lire sur la violence, qui s'appelle Violence et ordre social en Haïti. Donc, violence et ordre social en Haïti. Donc, professeur Robertson-Édouard, et il dit, en fait, je le cite, il dit, non, en fait, nous ne savons presque plus non, en fait, nous ne savons presque plus parler d'Haïti sans parler de violence, celles que les Haïtiens auraient commises ou dont ils ont été victimes, celles dont ils ont été témoins ou auraient dû entendre parler, celles qui imprègnent leur mémoire, c'est-à-dire avec tous ces exemples qu'on vient de donner, et leur histoire, celle qui nourrit leurs cauchemars et leurs aspirations. Donc, mais ce qui est intéressant dans sa perspective, c'est peut-être c'est aussi son plus grand regret. Il dit que, en fait, dans les discussions que j'ai eues avec lui ou en fait, ou d'autres personnes ont eues avec lui, et dans le texte aussi, il l'exprime, c'est-à-dire, il comprend pas pourquoi, par exemple les actions et les luttes, donc en tout cas tout ce qu'il y a de violence, en fait, et ne peut pas être pensé que de manière pragmatique ou programmatique, c'est-à-dire, euh, et il pense que si on pense la violence de cette manière-là, on ne pourrait pas apporter une solution durable à la question, vu que la violence, c'est un phénomène beaucoup plus complexe et global. C'est-à-dire, si vous regardez dans la société haïtienne, à différents niveaux, vous allez voir que la violence est le moyen, parfois le seul moyen d'avoir des résultats, de faire entendre sa voix. On est habitué à un État, à un gouvernement qui n'entend que la voix de la violence. En d'autres mots, si je donne un exemple, si pour une raison, euh, je prends un exemple comme ça. Donc, si pour une raison, euh, vous êtes conscient que vous étudiez à une faculté de sciences sociales, qu'il est important d'avoir, par exemple, une bibliothèque ou une bibliothèque universitaire. Ce qui serait intéressant, en fait, de mon point de vue, ce qui serait intéressant, c'est que les étudiants écrivent une pétition en bonne et due forme. Ils pourraient même aller voir un professeur ou des professeurs qui sont intéressés par la question, et puis, écoute, avec ces professeurs qui peuvent les encadrer, et puis ils adressent une pétition au rectorat, par exemple, au rectorat. Il pouvait aussi l'adresser au décanat qui pourrait l'adresser au rectorat. Bon, vous connaissez l'histoire, comment ça fonctionne. Un décanat, c'est comment ça fonctionne en Haïti. Bon. Bref. Mais au lieu en fait, si vous le faites comme ça, en fait, je ne suis pas sûr que vous aurez une réponse. D'ailleurs, je me demande si euh, les gens du rectorat ou du décanat prendront la peine de vous écrire pour vous dire, écoute, voilà de quoi il en est, ou s'ils vont vous inviter à réfléchir sur un projet pouvant nous conduire à la création d'une bibliothèque. Je pense pas, je pense même pas. De toute façon, vous et moi, vous connaissez comment ça fonctionne, mais non, ça ne marche pas. Donc, écoute, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, même si c'est des organisations étudiantes qui portent le projet, écoute, ça ne veut rien dire, ça ne veut toujours rien dire. Cependant, si des étudiants, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, ils prennent des pneus, ils mettent des pneus enflammés dans la rue, écoute,
en fait, je sais pas, ils commencent à briser des vitres et puis, en fait, ils ont quand même en fait, en tout cas, un cahier des charges. Donc, tout le monde connaît le cahier des charges, etc. Là, ça pourrait marcher, peut-être. Donc, c'est juste pour vous dire que la façon dont on organise la société, on n'entend pas d'autre voix que la violence. D'autre voix que la violence, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Le fait est que les institutions sont des organes, par exemple le rectorat, le décanat, on peut prendre ces exemples-là, sont des organes qui reproduisent la violence. La violence, donc la plus, je ne sais pas, mais écoute, la, c'est, en fait, la plus bête du monde. Donc, si vous allez dans les ministères, écoute, c'est la même pratique, c'est la pratique, c'est la violence, la violence du plus fort. Donc, cette culture de violence imprègne notre imaginaire à tel point qu'on ne pense pas que l'on peut, quelque part, avoir une solution sans que cela ne passe pas par la violence. D'accord? Donc, pour que quelqu'un démissionne, c'est par la violence, il faut qu'il y ait des manifestations. Pour, en fait, pour avoir de la sécurité, c'est-à-dire, il faut manifester. Quand on dit manifestation, écoute, vous comprenez, manifestation ne signifie pas violence forcément, mais les manifestants qu'on respecte et qu'on entend, écoute, c'est les manifestants les plus violents. Donc, j'aime toujours prendre cet exemple. En fait, à la faculté de technologie, pendant mon parcours, c'était étonnant, les étudiants qu'on respectait le plus, que le rectorat, écoute, appelait pour discuter, c'était pas les étudiants les plus brillants qui pouvaient, je ne sais pas, en fait, discuter un point de vue, d'accord, ou les étudiants qui se distinguent, en fait, par leur pensée ou par intelligence ou parce qu'ils parce qu'ils s'adaptent. Non, mais c'est pas du tout ça. Ou par leur moyenne, non. En fait, le rectorat, le décanat, par exemple, ceux qui ont toujours eu, comment je peux dire ça, en fait, ceux qui étaient beaucoup plus proches de ces instances, en tout cas que ces instances chérissaient, c'était ce qu'on appelle les étudiants à bolocho ou les étudiants qui pouvaient venir et faire du bruit, d'accord, et en tout cas exercer une violence. Mais écoute, les étudiants ont compris rapidement que, écoute, ce qui valait la peine, ce n'était pas d'être les meilleurs. C'était celui qui était capable de faire plus de bruit. D'accord? Tu vois, donc, je sais pas, mais c'était eux qui étaient, je dirais, en tout cas, c'était eux qu'on écoutait. Donc, qu'on écoutait, c'était eux qui avaient la voix au chapitre. Cette pratique-là est valable pour les ministères, cette pratique-là est valable pour le gouvernement, cette pratique-là est valable au plus haut niveau de l'État. Regarde le Premier ministre. Donc, c'est l'image de la violence incarnée. Donc, c'est la violence incarnée, quoi qu'on dise qu'il est chrétien, bon, adventiste, peu importe. Mais écoute, la violence est là, la violence est présente, et la violence, ça fait partie de notre quotidien. Donc, moi, parfois, je réfléchis même par rapport à notre manière de parler du sexe, par exemple. Je fais juste en fait, une digression, mais vous allez accepter ma digression. Donc, on parle de sexe, couper, tailler, donc frapper, écraser. Donc, on parle quand même d'une personne, on parle de personnes qui s'aiment, je pense, peut-être pas, peut-être oui, mais c'est en fait l'acte amoureux, l'acte sexuel, d'accord, qui peut ne pas être un acte amoureux, d'accord. Vous allez comprendre tout cela. Donc, mais l'acte sexuel est pensé dans le contexte haïtien comme un acte de violence, comme un acte de violence sur l'autre. Sur l'autre, je ne sais pas pourquoi la virilité de l'homme haïtien est pensée en termes de violence. Si vous ne pouvez pas, après une relation sexuelle avec une femme, dans l'imaginaire haïtien, si après la relation sexuelle,
la femme ne souffre pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas de relation sexuelle. Si la femme ne pleure pas pendant et après, avant même, pourquoi pas? C'est-à-dire, le fait de penser comme ça, la manière dont on pense, les relations sexuelles, la relation sexuelle, c'est peut-être la chose la plus simple, parce qu'il existe des relations plus simple qu'une relation, en fait, qu'une relation amoureuse, de mon point de vue. Mais l'acte sexuel, tel qu'il est pensé comme un acte de violence, écraser un tel, d'accord, d'accord, couper un tel, donc couper, écraser, tailler, d'accord, les mots en soi expriment, expriment une dimension de la violence que recèle la relation sexuelle dans le contexte haïtien. Donc, écoute, ça c'est intéressant de penser, mais pourquoi la relation sexuelle? D'abord, la femme est vue dans la relation sexuelle comme un être qui doit subir la violence de l'homme noir ou de l'homme blanc, d'accord? Bon, je peux vous revenir au temps de la colonie pour vous expliquer des choses, mais je n'aurai pas le temps, mais on va rester juste dans la période contemporaine, notre période à nous. Donc, quand on parle de la violence, quand on parle du sexe en soi, c'est le sexe entre mari et femme, la façon dont on l'exprime, la façon dont on le pense comme un acte de violence. Donc, bon, mis à part d'autres contextes qui peuvent être en soi des contextes de violence, ça veut dire quoi? En fait, quand on parle de cas de Jacques, ou ce qu'on appelle le viol, donc, ou l'harcèlement, etc. Donc, mais en dehors de ces comportements-là, ce comportement violent et agressif, donc, l'acte sexuel est pensé comme ça. Donc, mais on peut aussi aller plus loin que ça. Quand on pense, par exemple, à nos façons de saluer, on est quand même dans un cours de psychologie sociale, on étudie les relations sociales. C'est-à-dire comment, oui, madame l'a boulé. Écoute, mais il faut le penser, hein. Donc, n'a quimbe, n'a frappé, n'a bataille. Donc, jump, jump, ça explique pour moi la cosmogonie haïtienne, l'orthologie haïtienne, la façon de penser l'être haïtien, c'est un être qui est en perpétuel combat, en perpétuelle lutte, parce que cet être-là a été victime de violence tout au cours de son histoire, mais aussi la nation haïtienne a existé à partir de la violence. Quand je dis à partir de la violence contre la violence des colons. Donc, et pour continuer à exister, regardez ce nombre incroyable de manifestations qu'il y a eu pendant juste cette semaine. Moi, je suivi tout ça. Écoute, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand l'haïtien te dit que, écoute, n'a quimbe, n'a boulé, c'est vrai, c'est sa réalité, c'est sa biographie, c'est toute son histoire qui se résume en un mot, n'a quimbe, n'a boumé, comme on y a, n'a boumé, n'a boulé. Donc, c'est juste pour vous dire que, en fait, l'être n'est pas euh, quelque chose qui est tombé du ciel. On est d'accord? L'être est ancré dans une réalité sociale, économique, politique, culturelle, religieuse qui, qui essaie de s'affirmer, d'exister, d'accord, d'affirmer son identité, d'exister à partir de sa réalité. Et la réalité telle qu'on la connaît en Haïti, d'accord, notre réalité de peuple, c'est une réalité de combat. Et l'haïtien l'exprime à travers sa chanson, d'accord? Écoute, moi, j'étudie, bah, j'essaie de comprendre les chansons, par exemple, la chanson, par exemple, qu'on utilise présentement dans les manifestations. En fait, Ariel Passé, le crasé pays, d'accord? Moi, j'essaie d'étudier ça. Donc, et puis, c'est la métaphore, d'accord, donc qui accompagne tout ça, donc l'imaginaire, d'accord, les images qui viennent avec. Donc, donc, cette chanson résume la réalité d'Haïti. Donc, on peut remplacer Ariel par n'importe quel autre nom. Donc, on aurait pu choisir au hasard, d'accord, Matéli, Pascal, pays, etc., etc.
donc, ou Duvalier, peu importe. Donc, choisissez n'importe quel nom et vous allez voir, ça fait sens. Ça fait sens. Donc, ça explique la situation d'adversité dans laquelle le peuple se trouve, le peuple haïtien. Donc, et vous, comme un psychologue, écoute, vous devriez comprendre que en fait, chaque Haïtien se voit comme un combattant, comme quelqu'un qui incarne un peu Dessalines, pourquoi pas? C'est-à-dire, il est en perpétuel combat, toujours prêt à combattre, et puis comment nous il voulait. Ça explique que ce sentiment, d'accord, cette identité de révolte hein, dont je parle tout le temps, là. Donc, cette identité de révolte, on s'identifie comme des révoltés, comme des personnes qui n'acceptent pas n'importe quoi, et puis qui, pourquoi pas, contrairement à tout ce qu'on pense, les gens disent que nos parents ça nous voulons, mais c'est faux. Les Haïtiens savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté et le bien-être. Et cela s'exprime à travers, pourquoi pas, des propos parfois violents, et des mouvements de violence ou des mouvements contre-violence. Mais la violence est quelque part présente dans l'imaginaire, donc un peu, on est pris là-dedans. On est pris là-dedans. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, on va passer à un autre module. Donc, le temps de passer à un autre module, je prends juste une petite pause de 2 minutes, en fait, on va dire 5 minutes ensemble, donc, pour respirer un peu. Par rapport à tout ça.